La folle rumeur de la semaine dit que Ben Affleck serait de retour en Daredevil dans Deadpool 3. Et ça, je suis sûr que c'est parce que Ryan Reynolds a eu une illumination en suivant Jennifer Lopez sur les réseaux quand elle a posté pour la fête des pères ce qui ressemble quand même fort à un nude de son mec, Ben Affleck, oui, mais Ronny ras le bâton d'aveugle. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 405e JT Comics, c'est juste avant d'ôter la vie d'un jeune mineur et de briser celle de ses parents et de tous ses proches, on peut entendre deux policiers de Nanterre hurler « Ouvre ou je vais te mettre une balle dans la tête ». Et la dernière fois qu'on a vu un homme aussi soucieux d'ouvrir une porte et de tirer sa cartouche, c'était Bernard qui voulait faire l'amour dans le jour où tout a basculé. Si vous êtes aussi con que le Punisher QV83 qui tire sur des passants parce qu'il jette un papier par terre, il faudra pas se plaindre si Nanterre s'enflamme comme la pire des fanfictions entre la Torche et le Ghost Rider. Mais passons plutôt aux news de la semaine. Multicrise. Aïe 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 aïe, The Flash, Across the Spider-Verse, Secret Invasion, que des merdes. Il semblerait que l'un des éléments canoniques qui relie tous ces multivers de la folie, ça soit le sang et la sueur des artistes des effets spéciaux qui travaillent sur ces productions, que ce soit des flops comme The Flash qui ne cesse de se prendre des gifles au box-office et pourrait faire perdre près de 200 millions de dollars à la Warner. La dernière fois qu'on a vu un échec aussi coûteux, c'était Mon beau-frère et toutes ses pensions alimentaires. Ou bien, même si le film est un super succès, comme Across the Spider-Verse qui pour l'instant ferait gagner environ 300 millions de dollars à Sony. Des personnes ayant travaillé sur les effets spéciaux du Spider-Verse et de The Flash ont parlé. Oui, il y a des gens qui ont bien travaillé sur les effets spéciaux de The Flash, et ce fameux chronobol qui m'a fait régurgiter mon propre bol alimentaire. C'est Zach Mulligan qui raconte que les studios ne se soucieraient pas de la qualité des effets spéciaux, simplement de maintenir les actionnaires en 3/4 de dur pendant les redistributions de dividendes. Et le problème viendrait aussi directement de l'industrie en elle-même qui se soucierait autant de la charge de travail que ce que le scénario de The Flash se soucie du besoin de Barry Allen de s'alimenter en calories pendant tout l'acte 3 du film, puisque Mulligan nous dit que quand on commande un lot de plans à retoucher à un studio d'effets spéciaux, un plan c'est très très flou, très très vague, ça incorpore aussi bien un plan où vous avez juste à enlever un câble de cascade, chose qui n'arrive jamais sur les productions de Manuel Ferrara, ou bien un plan ça peut aussi être enlèvement des câbles, plus rajout de fumée, plus incrustation de fond vert, plus remplacement d'un visage sur un acteur, et ça on peut vraiment tirer notre chapeau bas à tous les artistes de The Flash, puisqu'ils ont fait un boulot remarquable. On peut aussi féliciter Ed Wade, la doublure d'Ezra Miller et Ezra Miller, ils ont fait un boulot remarquable. Tout ça, ça occasionne un volume d'horaire de travail inhumain, 7 jours sur 7, ça occasionne des maladies professionnelles telles que le burn-out, du management toxique, puisque si vous refusez, vous pouvez être blacklisté de la part des studios et que les postes sont chers dans cette industrie-là, et ça occasionne surtout des effets spéciaux complètement dégueulasses. Et Mulligan nous dit que si ça a l'air d'avoir été fait en une semaine, c'est probablement parce que ça a été fait en une semaine et que même les meilleurs des artistes doivent travailler avec le temps nécessaire pour faire du beau. Et c'est apparemment ce qui s'est passé sur Across the Spider-Verse où près de 100 artistes auraient démissionné à cause des conditions de travail trop dures, trop toxiques de la part des producteurs de Sony, des réalisateurs. Phil Lord qui apparemment tous ensemble, ils demandaient jusqu'à 5 révisions d'un rendu qui avait pourtant été déjà terminé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est inhumain, tout ça parce que Phil Lord, soi-disant, n'arriverait pas à conceptualiser une animation tant qu'elle ne serait pas définitive, c'est pourtant à ça que servent les storyboards. Donc on est sur du 11 heures par jour, 7 jours sur 7, et certains artistes bossant pour Sony ou ayant bossé pour Sony disent que c'est inimaginable que la partie 2 de Across the Spider-Verse sorte à fin mars 2024 comme prévu. Et c'est fou de voir qu'on retrouve les mêmes problématiques chez ceux qui font les comics sur papier que chez ceux qui les adaptent à l'écran, qui sont désormais de toute façon tous en concurrence avec l'inéluctable intelligence artificielle qui a malheureusement été utilisée pour réaliser la séquence d'intro de la série Secret Invasion. Mais attention, non, c'est un parti pris, c'est pour rendre l'étrangeté d'une invasion alien, donc il fallait un mélange de cubisme. Mes couilles elles sont cubiques. Demandez à n'importe quel artiste pro de vous réaliser ce rendu et il vous réalisera ce rendu. Sinon comment est-ce qu'on faisait avant ? Bon alors attention, il faut nuancer,
c'est ces méthodes studios qui ont réalisé cette séquence d'animation. Il y a eu plein d'humains impliqués à chaque stade de la création de la séquence d'intro, mais ils disent que oui, il y a eu une petite portion d'intelligence artificielle. C'est l'argument juste le bout. Même une portion, ça veut dire que le travail de tas d'artistes non crédités, non consultés, non payés surtout, a été quand même utilisé. Un AI, ça veut dire artiste invisibilisé, et c'est tout. Et ça, Méthode Studio, ils s'en rendront compte quand un autre studio viendra faire pareil avec leur propre travail. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Rien de spécial. Et dans le reste de l'actu ciné hors effets spéciaux, eh bien il semblerait que nous ayons enfin officiellement notre futur Clark Kent, notre futur Lois Lane du DCU. Dans Superman Legacy, c'est James Gunn qui l'annonce et c'est bien David Corenswet et Rachel Brosnahan qui seront donc les prochaines incarnations de ce couple complètement iconique. Alors David Corenswet, vous le savez, c'est mon chouchou, je l'ai déjà dit ici, il est très cavilesque, même jusque dans le profil, puisqu'il est geek. Il a dit qu'il aimait Star Wars, son comic book préféré c'est quand même Calvin et Hobbes, donc pour moi c'est un grand oui. Je connais beaucoup moins Rachel Brosnahan, j'ai pas vu de série ou de film avec elle, ou j'en ai pas le souvenir, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez, réagir à ce casting dans les commentaires. Et dans le reste de l'actu ciné hors effets spéciaux, il semblerait que le projet de spin-off de Sony dans l'univers, un cache-cache Spider-Man, El Muerto, n'ait jamais aussi bien porté son nom. L'acteur Bad Bunny aurait détalé et se serait réfugié dans son terrier. Peut-être que la carotte n'était pas assez grande pour lui, ou alors un petit peu trop grosse pour nous. Bon, pour l'instant, Sony a simplement retiré le projet de son calendrier des sorties. Ils invoquent la grève des scénaristes qui impacterait la production. Il y a beaucoup de rumeurs, celle du départ de Bad Bunny, mais il y a aussi d'autres rumeurs qui disent que Sasha Banks aurait été casté dans un rôle, Marvin Jones 3 aurait été casté pour incarner Tom Stone. Donc il faudra voir s'il ne revient pas d'une manière ou d'une autre, surtout que ce projet avait été proposé par les représentants de Bad Bunny à Sony. C'est lui qui était allé exhumer ce héros présent dans 2 chapitres de comics seulement. Bon, et ensuite vous l'aurez compris, avec le multivers, c'est clairement la métaphore du dentifrice que l'on a sorti du tube, ou alors de la crise d'éternuement après un tacos 5 viandes dont seulement 2 qui étaient fraîches. Une fois que c'est sorti, on ne peut plus rien faire re-rentrer. Et sur le front défavorablement connu des services de dermatologie de Deadpool, eh bien il semblerait que le co-créateur du personnage avec Fabian Nicieza, Rob Liefeld, ait eu accès à plein d'informations. Il a été consulté, il a dit qu'il avait vu le casting et que ça allait nous faire complètement halluciner, insinuant des caméos waouh à la The Flash. Je vous l'ai dit en intro, on parle du retour de Ben Affleck en Daredevil avec probablement un petit supplément Batvan pour le mercenaire. On parle aussi de l'apparition de plusieurs variants de Wolverine et de Deadpool. C'est très propice et j'espère qu'on verra au moins celui que j'appelle moi le Voldemort, ou alors le Wolverine qui a croisé Kraven, et pour les fans de foot, Namor. Je vous laisse spéculer dans les commentaires. Et puis attention, mauvaise nouvelle pour les amateurs de Marvel Studios, mais il ferait l'impasse sur la San Diego Comic Con et sa fameuse présentation du Hall H, ce qui fut autrefois leur grand-messe. Là, ça a l'air juste d'être un beau bordel, mais une bonne nouvelle quand même pour les fans de comics, qui devraient avoir plus de place pour s'exprimer. Et on sait d'ailleurs que Disney va tenir un Hellfire Gala, un gala des damnés dans une boîte de nuit, en marge de l'événement. Il me tarde de voir les photos. C'est pas plus mal vu qu'il y a quand même comics dans le titre de l'événement. Des idées, des indés, du papier. Dans l'actu purement comics, Marvel vient nous offrir un mystère dans une toile à détisser, puisque Dan Slott et Paco Medina vont lancer une série Spider-Boy. Pour Sony, c'est juste un enfant qui a fait un pacte de sang avec une migale, mais chez Marvel, ça sera un enfant persuadé d'avoir une histoire partagée avec Spider-Man, avec les 4 Fantastiques, avec Tante May. En fait, c'est juste un forceur de fanfiction frappé à la règle 34. Et simplement parce qu'il a tapé sur Google photo Tante May lingerie, mais pas la jeune, la vieille, comme tout homme de goût, eh bien, il se retrouve pris dans une spirale, devoir affronter à la fois des ennemis classiques de Spider-Man et des tout nouveaux ennemis qui vont être créés pour lui. Spider-Man qui est un Robin, et pourquoi pas une Spider-Mobile aussi. Bon, on verra, puisqu'en plus, c'est un mystère à la Slott, étant donné qu'il porte le même nom qu'un personnage qu'il avait déjà inventé pour sa série She-Hulk. Synchro comme une plume qui voudrait nager avec un parpaing, Marvel charge Fran Gallan et Derek Landy de nous sortir un récit complet qui viendra réunir le loup-garou le moins bien nommé de toutes les forêts du monde, Jack Russell, avec Elsa Bloodstone, comme on avait pu le voir il y a quasiment un an au moment où ça sortira, ça sera en septembre, dans le court-métrage spécial Halloween réalisé pour Disney+, Werewolf by Night. Et puis pour ceux
qui voudraient un petit peu moins d'images dans leurs comics, et pour tous les profs de la très vieille école qui pensent que la BD ce n'est pas une vraie lecture, à qui on pourrait répondre, et ton café tu le filtres dans un vrai gros colon, ou ton haleine c'est juste que tu fais des rim jobs exclusivement à des gens qui ont la gastro, mais bon, on n'est pas dans un concours Nikon, on n'est pas là pour se battre à coups de clichés. En attendant, Marvel vient modifier le proverbe, puisque chez eux, avec des si, on peut se faire beaucoup d'oseille, puisqu'ils vont nous sortir une série de romans à la mode des What If, et si, donc ils viennent changer des petits éléments du canon, ça a déjà été fait dans les comics, ça a donné lieu à une série, ça a donné lieu à Spider-Man 3, que beaucoup appellent Et si Peter Parker avait été mordu par Ray Charles. Là, il y a 3 romans qui arrivent, Et si Loki était digne, il faudrait essayer avec Roselyne Bachelot juste après, Et si Peter Parker et Wanda Maximoff étaient frères et sœurs, et puis Et si Mark Spector était l'hôte de Venom, ça va lui faire tout drôle dans le dress code, il va passer d'Henri Salvador à Kiss. Et puis si vous souhaitez vous éclater la rétine sans finir comme Daredevil, sachez que Clover Press va sortir en financement participatif 2 artbooks de 2 grands artistes de comics, David Mack et Alex Malev, et ça réunira à la fois des œuvres que l'on connaît et des œuvres complètement inédites. Regardez-moi ce Silver Surfer, il est magnifique. Et puis pour tous les fans de Frank Miller qui ne seraient pas complètement rassasiés par ses dernières couvertures variantes chez Marvel, récemment on a eu droit à un Daredevil que je trouve très beau, un Captain America qui a apparemment dû se prendre le bec avec le gouvernement américain puisqu'il décide d'aller travailler dans le bâtiment, pourquoi pas. Et bien sachez que Frank Miller reviendra et dessinera entièrement le chapitre 4 de son Ronin numéro 2, et puis aussi il prépare toujours le préquel de Sin City version western intitulé Blood and Dust, qui est aussi le titre du biopic de Pierre Palmade à Hollywood. Puis l'éditeur Distillery a dévoilé les titres et un aperçu de ses 8 premières séries, et là on n'a pas trop de détails, mais comme ça j'ai fait un petit podium, ce qui me donne le plus envie c'est le 8 règles pour s'en sortir en un seul morceau d'Elsa Chartier, Pierrick Collinet, Nick Filardi et Clayton Coles, forcément le nouveau Brian Azzarello, Eduardo Risso avec une petite vibe western, ça s'appelle Deleted Scene numéro 2, pourquoi je ne sais pas, et puis le What Blighted Flame Burns in Thee de Becky Cloonan et de Tula Lotté avec Richard Starkings, ça a l'air un petit peu sorcière, enfin mystique, et puis le duo à qui on doit l'excellent Toutes les morts de Leila Starr, Ramvi et Philippe Andrade, revient avec Rare Flavors dans lequel on verra un démon de la mythologie hindoue vouloir absolument devenir chef, il a dû s'enchaîner toutes les saisons d'un dîner presque parfait, et puis il va s'adjoindre les services d'un réalisateur de documentaire pour faire un reportage sur la cuisine indienne et tous ceux qui la font. Est-ce que son slogan ça sera « Tout est bon dans le cochon d'Inde ?» On verra bien. Lisez, 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 cette semaine c'est la sortie du 3e tome de Yojimbot par l'excellent Sylvain Repos qui scénarise, qui dessine, Noiry, qui met en couleur ce monde dans lequel, et je vais rien vous spoiler du 3, on repart au 1, dans lequel un enfant perd son papa au tout début du 1 dans un futur post-apocalyptique on va dire, et bon il y avait déjà, il traitait déjà ces personnages avec beaucoup de cruauté dans le tome 1, Sylvain Repos, si vous voyez comment le robot enlève le cadavre de son père du petit dans le tome 1, on comprendra pourquoi ce qui se passe dans le tome 2 et ce qui se passe aussi dans le tome 3. Il aime bien les maltraiter, ces personnages. Un tome 3 dans lequel on en apprend plus sur l'histoire globale, la trame qui a fait qu'on en arrive à ce monde post-apocalyptique. Beaucoup de secrets dévoilés, c'est pas mal du tout. Beaucoup de très très jolies scènes également, encore de nouveaux cadres. Enfin moi je me suis complètement régalé, je vous le conseille. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, tout comme les commentaires quand vous réagissez sur YouTube, où je lis chacun d'entre vous, j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux, c'est là où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo. Je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. On peut louer la maison de Barbie sur Airbnb, et si on peut saluer le talent de l'équipe marketing du film éponyme qui sort aujourd'hui, eh bien on peut aussi saluer la belle occasion manquée par les équipes marketing de Netflix pour la série sur Jeffrey Dahmer qui aurait pu louer 300 balles la nuit dans une cave avec certes très peu de commodité, une sale odeur, mais quand même pas mal de bouffe à proximité, surtout si t'aimes la viande.